Je vous retrouve, madame, monsieur, avec le même plaisir de vous servir. Bienvenue au rendez-vous du Forum des rédactions de cette semaine. Nous sommes le 2 juin 2023. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Changement de main au poste du chef de file de l'opposition. Pour quel type d'opposition au régime Talon? On s'interroge et puis nos débatteurs vont faire les analyses à ce propos. Deuxième sujet, à peine Tinubu investi au Nigeria et déjà de l'insomnie pour les consommateurs de l'essence de contrebande. Nous allons également analyser le sujet et voir comment sortir notre pays de cette situation assez difficile quand même pour les consommateurs du paillot, comme on a l'habitude de le dire. Eh bien, pour faire ce débat, je vais donc observer une courte pause avant de vous retrouver pour vous présenter les débatteurs. Sur ce plateau, ce sont des habitués du forum des rédactions, des analystes politiques. À ma droite, Laurent Roland-Tonriquez, bonsoir. Mori Agua, bonsoir. Amis internautes et téléspectateurs de l'NTV, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique. À ma gauche, c'est bien Syriac Dekenou. Syriac Dekenou, bonsoir. Bonsoir Mori Agua, bonsoir Laurent Roland-Tonriquez et nous saluons au passage nos chers et fidèles téléspectateurs. Vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication de Émergence Info. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré toutes vos occupations. C'est moi qui suis honoré à chaque fois de répondre à cet appel de Eden TV qui est la chaîne que les téléspectateurs aiment suivre. Le décor étant planté, nous allons donc tout de suite aller dans le vif du premier sujet. Le premier sujet, vous le savez, c'est le changement de main à la tête ou du moins au poste de chef de file de l'opposition. Désormais, il faut reconnaître Éric Ndoundété comme le chef de file de l'opposition au Bénin. Mais pour quel type d'opposition au régime Talon? Nous avons essayé de prendre l'avis de quelques citoyens avec cette nouvelle désignation par décret du chef de l'État. Nous allons suivre leur avis avant de revenir dans ce studio pour écouter les analystes. D'abord, je tiens à remercier le peuple noir parce que la démocratie avance. Et remercier aussi le chef de l'État qui vient de le nommer en tant que chef de file de l'opposition. Ce qui est normal dans la politique, c'est ça. Et je pense que Éric Ndoundété est un grand politicien qui est à la hauteur d'accomplir cette tâche-là. On a compris que maintenant, on a un chef de file de l'opposition. Autrefois, ce n'était pas un chef de file de l'opposition. On avait créé l'opposition. Éric est un véritable chef de file de l'opposition et le chef de l'État a traîné un peu et la décision est prise. Finalement, c'est salutaire. Beaucoup de défis et de grands défis d'ailleurs. Le chef de l'État est en train de finir son mandat, il va partir. C'est l'opposition qui fera que le pays ne fera pas comme les autres pays ou dans tous les pays maintenant d'Afrique occidentale. Les chefs d'État décident à faire le troisième mandat. On a dit un seul mandat renouvelable. Le chef de l'État finissait 2 mandats, il va partir doucement. Et quelqu'un d'autre viendra le remplacer. Et ce sera du rôle de l'opposition. C'est l'opposition qui va animer la vie politique pour que, éventuellement, comme le disent des gens comme Jacques Migan aujourd'hui, si le chef de l'État voulait un troisième mandat, on le lui refuse. Surtout encore qu'il fait chaud dans le pays. Nous tous, nous avons faim. Moi qui suis ici, ce matin, je suis sous l'arbre ici, j'ai faim. Un chef de l'État qui prend le pouvoir, j'ai faim, qui veut encore renouveler son troisième mandat, c'est pas possible. C'est le chef de file de l'opposition avec son équipe qui doivent animer la vie politique pour que cette décision-là ne vienne pas nous surprendre.
Et ce n'est que les textes de la République qui sont respectés. Donc je n'ai pas d'appréciation majeure. Seulement, je vais exhorter Eric Oundété de ne pas profiter, n'est-ce pas, de ce titre-là pour semer du cafouillage, pour faire des tours faites. Qu'il soit conscient que c'est une lourde responsabilité qu'il a sur les épaules et qu'il sache faire le discernement entre le chef de l'opposition et un vulgaire opposant. Un chef d'opposition n'est pas celui-là qui doit seulement critiquer ou appeler à détruire, mais celui-là qui doit apporter sa contribution pour un mieux faire, pour que le gouvernement puisse parfaire ses actions. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre humaine sans erreur. On doit pouvoir soulever les erreurs du gouvernement, apporter des critiques objectives et constructives. Mais pas des critiques pour critiquer, pas des critiques pour nuire, n'est-ce pas, au développement qui est en cours dans le pays. Et certains ont été suffisamment impatients de voir le chef de l'opposition désigné. Maintenant, c'est fait, on dira enfin. Mais Eric Oundété a plusieurs défis à relever. Et dites-nous s'il y a des questions, vous avez suivi l'avis de certains citoyens qui se sont prononcés. Qu'en pensez-vous? Non, je pense que tous ceux qui s'intéressent à la politique béninoise ont de droit, quand même, disons, cette responsabilité d'opiner par rapport à ce sujet-là. Et je dois aussi vous dire que Eric Oundété était déjà de fait le chef de file de l'opposition depuis les toutes dernières élections législatives organisées en République du Bénin. C'est vrai que l'acte qui devrait consacrer, quand même, disons, de façon officielle et légale, son statut de chef de file de l'opposition a quelque peu tardé, mais la faute n'incombait pas forcément au chef de l'État qui devrait prendre cette disposition-là, mais incombait plutôt aux responsables du parti, les démocrates, qui devraient, conformément à la loi et conformément, quand même, disons, à la pratique, écrire à la Sénat pour demander maintenant à la Sénat de mettre à disposition les résultats pour que le chef de l'État puisse, sur la base, quand même, disons, de ce courrier-là de la Sénat, décider de qui est le prochain chef de file de l'opposition. C'est vrai, c'est un chantier vaste parce que chef de file de l'opposition de Eric Oundété ne sera pas certainement ne présentera pas certainement le même visage que le tout premier chef de file de l'opposition qu'on a eu, notamment un certain Paul Rumpé, qui est resté véritablement amorphe, sans pour autant rien faire de concret, ni quand même, disons, porter les déshydratats de cette frange de la population béninoise qui sans doute ne se voyait pas dans la gouvernance du président Patrice Talon, puisque une nation, c'est une opposition, mais c'est aussi une mouvance. Une dernière chose qu'il convient également aussi de souligner, c'est quoi? C'est que Eric Oundété, bien avant d'être désigné, posait déjà des atouts forts, notamment, on connaît très bien les diverses prises d'opposition du parti Les Démocrates face quand même, disons, au sujet délicat de l'actualité politique nationale. On sait déjà que depuis leur présence à l'Assemblée nationale, ils ont posé des actes qui tendent quand même, disons, à montrer leur démarcation par rapport à la gouvernance actuelle. Maintenant, chef de file de l'opposition ne veut pas dire que l'on va forcément critiquer ou s'opposer à tout. Non, mais c'est aussi être en mesure de pouvoir s'asseoir avec le chef de l'État, accepter de se faire consulter et faire des propositions également aussi au président de la République pour que la gouvernance du pays puisse quand même, disons, être bien plus reluisante que celle que nous voyons aujourd'hui. Donc c'est de bon droit qu'aujourd'hui qu'il soit désigné, nous l'en félicitons et nous ne pouvons rien dire d'autre que de continuer sur ce chemin-là et que qui sait, bon, s'il gère bien cet honneur qui lui est fait aujourd'hui d'être le chef de file de l'opposition, certainement que cela lui permettra de pouvoir quand même, disons, avoir plus de députés, je parle de son parti politique, avoir demain plus de maires et pourquoi pas mériter davantage la confiance du peuple béninois. Mais on doit aussi au passage féliciter le chef de l'État qui, conformément à la loi,
n'a pas quand même, disons, hésité à respecter cette disposition légale parce que on pouvait s'attendre à ce que cela retarde un peu, que cela soit retardé pour des raisons politico-administratives et que l'on ne veuille pas forcément mettre à disposition ce décret qui donne un plein droit aujourd'hui à Eric Okounete d'avoir un accès aux médias publics et privés pour pouvoir quand même, disons, faire connaître ses points de vue, faire connaître quand même, disons, le point de vue de son groupe parlementaire et de sa formation politique, mais aussi lui confère également aussi une certaine protection d'État. Parce qu'il doit avoir un garde-corps, il doit avoir quand même, disons, un cabinet dont les membres doivent être nommés. Donc cela lui donne un certain nombre d'avantages, ce qui nous permettra vraiment d'avoir une véritable animation de la vie politique. Et tout ça, c'est grâce à la réforme du système partisan qui autrefois avait été boudé et boycotté par Eric Okounete et son clan, mais qui aujourd'hui jouissent quand même, disons, de ces fruits-là. Très bien, je vois votre chute. Et puis, Laurent Roland Tonneikes, une opposition qu'on a vue avec, bien sûr, le chef de file sorti, Paul Rompé, et puis un autre chef de file de l'opposition. Est-ce que ce sera pareil, ces deux oppositions qu'on a vues, qu'on verra sous Patrice Talon? Ça ne peut jamais. Qu'est-ce qui va changer alors? Ça ne peut pas être la même chose parce que je crois que quand vous suivez l'un des intervenants, il y a pour moi une opposition qui était un fait-valoir et qui n'avait pas peut-être toutes les prérogatives pour se prononcer sur certaines questions parce que craignant aussi pour ses propres intérêts. Je veux parler de Paul Rompé. Paul Rompé, de la manière dont par quelle alchimie il s'est retrouvé responsable du parti FCBE, qui aujourd'hui, en fait, a montré ses limites au cours des dernières élections parce qu'on a vu, comme je le dis toujours, au niveau de 2020, n'eût été les votes des citoyens de la partie septentrionale, c'est qu'il allait taper poteau, comme le disent les Ivoiriens. Et donc, on a pu voir que dans la partie méridionale, où même lui aussi dans sa localité n'a pas pu se faire élire, donc, il y avait déjà un chef de file d'opposition qui n'avait pas de force, on n'avait pas de pouvoir en réalité. Au-delà du pouvoir qu'on lui a donné par la force des choses, par décret, ou parce qu'aujourd'hui il veut s'attaquer au décret pour parler du décret de nomination de Eric Okounete. Mais je voudrais lui rappeler que oui, ce n'est pas un décret que lui aussi il avait été nommé. Et même si on sait que durant son mandat, il n'a pas eu la chance d'avoir ce que lui confère la loi, mais il avait accepté à l'époque cette nomination. Il en a joui abondamment, même si sur le terrain aussi, il a semblé être absent parce qu'on a pu voir en lui une certaine opposition modérée. Et donc, son mandat ne saurait être exactement ce que sera le mandat de Eric Okounete. Parce qu'il y a des différences. Que devrait être alors le mandat de Eric Okounete? D'abord, il faut d'abord partir de la posture de Eric Okounete. Eric Okounete, aujourd'hui, il est chef de file d'opposition, pas au hasard. Il a réussi à se faire élire dans sa circonscription électorale, il est député de l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, il a déjà des prérogatives. Contrôler l'action du gouvernement et interpeller le gouvernement, voter des lois qui engagent le peuple. Donc, il a déjà, lui, un pouvoir qu'il peut utiliser à tout moment au niveau de l'Assemblée nationale. Mais en l'état, c'est qu'il est maintenant nommé chef de file d'opposition qui lui donne plein de droits de se prononcer sur des questions essentielles de la société, des Méninois, mais aussi d'être consulté. Donc, dans le fait qu'il soit consulté la dernière fois, beaucoup ont été surpris, ont été choqués de le voir peut-être être reçu en audience par le chef de l'État. Mais la loi précise clairement que le chef de file de l'opposition peut être consulté à bien des égards. Eric Okounete aujourd'hui à l'Assemblée nationale, avec ce qu'il a et avec sa carrure, on connaît aussi son parcours politique qui en réalité est très loin, en tout cas en termes de parcours, très loin de Paul Rompé. Paul Rompé qui au fond on a pu voir a reçu cette chance, a eu cette chance d'être nommé ministre par Boni Yahi, qui sortait de nulle part et qui finalement a disparu pendant un moment. Patrice en est arrivé, par la force des choses, il fallait trouver un fait valoir. Il a eu cette chance aussi, il n'a pas su profiter de cette chance-là pour se faire une image désormais politique. C'est en cela que Paul Rompé a péché en réalité. Il a eu une chance en or de s'affirmer sur le plan politique. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Il est resté dans ces quatre murs, en étant modéré avec le pouvoir en place, ne pas oser. Et je comprends, et c'est pourquoi je dis, je suis peut-être conforté dans ma position quand je dis qu'il est en fait un fait valoir. Donc, ce qui va changer aujourd'hui, c'est que l'autre a des leviers en main qu'il peut utiliser. Au-delà de ce que son parti véritablement s'affirme sur les questions essentielles de la société,
au-delà de ça, c'est que lui-même a investi dans certains pouvoirs qu'il peut abondamment utiliser. Mais ce qu'il faut retenir aussi, tenant compte de notre intervenant, c'est pas qu'il doit jouer sur les émotions. Parce que les opposants ont tout fait chaque fois de jouer sur les émotions de la population. Le plus important aujourd'hui, c'est de travailler à être objectif. Qu'on ne le veuille pas, et c'est peut-être pour ça que certains opposants, avec qui moi j'ai eu la chance d'échanger par le passé, aujourd'hui ne sont pas d'accord, mais il faut qu'on le reconnaisse. Patrice Talon a insufflé une nouvelle dynamique pour notre pays. Sur des questions essentielles, on peut voir qu'il y a une transformation. Il faut être malhonnête que de dire que rien n'a été fait depuis 2016. Donc, aujourd'hui, l'opposition doit pouvoir être sincère avec le peuple. Reconnaître qu'ici, c'est bon. Ici, ce n'est pas bon. Ou alors dire mieux. En faisant quoi? Dire ça qui est fait, c'est bon. Mais nous pensons qu'on peut faire mieux. Plutôt que de dire que ce qui est fait est totalement mauvais, je crois que le peuple aussi a les yeux ouverts, voir, le peuple entend. Donc, dans une certaine mesure, cette opposition de Paul Rompuy, Éric Rondeté aujourd'hui, doit pouvoir être objective. Cette opposition doit être objective et en même temps travailler à davantage proposer plutôt que de rester à peine là, tout plein dans le noir. Très bien. Laurent Roland Tonnikes l'a dit. Faut-il une opposition qui va tout peindre en noir ou bien de quelle opposition avons-nous besoin aujourd'hui lorsqu'on sait que déjà à l'Assemblée nationale, les positions prises sont presque radicales? Est-ce que le peuple ne verra pas en cette opposition une opposition qui peint tout en noir? Je pense que ce que nous avons quand même, disons, à comprendre, c'est que l'opposition sous nos cieux est toujours perçue comme une sorte quand même, disons, de non-collaboration avec le pouvoir en place. Et malheureusement, c'est le cas en Afrique parce que on dit souvent que ce n'est qu'au décès du mauvais chef qu'on trouve un bon chef. Donc celui qui reste en embuscade et qui s'oppose au chef estime que celui qui est là est mauvais. Donc malheureusement, ça fait d'ailleurs que ce soit le pouvoir ou que ce soit quand même, disons, l'opposition, les deux camps se regardent quand même, disons, en chien de faïence. Et c'est malheureux. L'opposition ne devrait pas forcément être le cas. C'est vrai que l'existence de cette opposition dans une démocratie contribue forcément à ce qu'il y ait des contradictions, à ce que l'on se sente véritablement obligé de faire les choses comme cela se doit. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple. C'est parce qu'il y a eu opposition et que cette opposition d'ailleurs dénonçait ou bien essayait d'aller rencontrer les sojaculteurs que le chef de l'État s'est senti sans doute obligé de les rencontrer. Justement. Et de revoir quand même, disons, la politique mise en place par le gouvernement pour l'écoulement des produits. Ça, déjà, c'est un pas. L'existence de cette opposition, regardez dernièrement le fait que les membres de la Cour constitutionnelle aient été désignés. Cette opposition a porté le débat un peu plus loin en estimant que la façon dont ces membres-là ont été désignés ne respecte pas quand même, disons, les critères de minorité et autres. Donc, c'est des questions essentielles sur lesquelles, effectivement, un certain Paul Rompuy avait totalement échoué parce que lui, en réalité, il n'était pas devant, il ne trouvait rien de mauvais dans tout ce qui se faisait, alors que l'opposition, en réalité, devrait être en réalité cette voix critique qui essaye un tant soit peu de ressortir le ressentiment, de ressortir un tant soit peu le sentiment ou bien la dépréciation de certains actes du gouvernement que certaines populations à la base, quand même, disons, ne portent pas forcément. Vous savez, quand vous êtes de l'opposition, on estime que vous avez été élu par une base qui ne se reconnaît pas forcément dans la gouvernance en place, mais qui vous juge comme sans doute des idéalistes qu'ils peuvent suivre, même si en politique, il n'y a pas forcément d'idéal. Donc, il faut forcément satisfaire cette minorité-là, mais aussi élargir le camp de ses sympathisants. L'opposition, en réalité, au Bénin, va perdre une bonne partie de ses électeurs si elle doit toujours continuer peut-être à tout peindre en noir. Justement. Parce que les gens ne les trouveront pas forcément honnêtes. Et pourquoi? Aujourd'hui, maintenant, regardez quand même, c'est un bel exemple, de la réussite de certaines réformes opérées par le président Patrice Talon. Vous êtes chef de file de l'opposition, même si c'est le chef de l'État qui vous nomme et qu'en la matière, la méthode reste à revoir.
On était tous ici récemment lorsqu'ils ont eu des financements de l'État. Ce qui voudrait dire qu'on veut que les formations politiques soient désormais des écoles de formation qui, quand même, disons, essayent d'instruire à la vie militante. Première des choses. Seconde chose, ils ont quand même bénéficié d'une place au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est important. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont été nommés de façon officielle. Ce qui voudrait dire que dans les prochains jours, ils auront aussi un accès sans doute, même si ce ne serait pas forcément équitable, mais presque équitable aux médias et autres choses. Donc, ce terrain-là qui a été balisé n'est que quand même, disons, des choses bonnes et qui doivent également aussi permettre à l'opposition d'apprécier le temps venu, ce qui est bien fait. Puisque c'est des réformes qu'ils avaient décriées par le passé qui aujourd'hui les profitent. L'opposition sur des questions essentielles, notamment aujourd'hui des questions de paix. Vous voyez aujourd'hui qu'il y a une menace terroriste dans le pays. Il y a des attaques djihadistes de part et d'autre. Ce sont des questions essentielles sur lesquelles l'opposition devrait quand même, disons, devrait rejoindre le gouvernement dans cette prise d'initiative sans pour autant rester en arrière et critiquer. Il y a aujourd'hui des questions comme, disons, la lutte contre la cybercriminalité et autres, des questions pour lesquelles l'opposition devait être en mesure de saluer ce qui est opéré par le gouvernement pour lutter contre cette délinquance. Et faire des propositions. Juvénile et faire des propositions. Donc, on doit au moins montrer que oui, sur certaines questions, oui, l'opposition est d'accord avec le gouvernement, s'associe avec le gouvernement et pose des actes adéquats. Mais peut-être que sur d'autres questions aussi essentielles, l'opposition se démarque. Et quand vous agissez ainsi, ceux qui, au sein de la population béninoise, sont quand même, disons, honnêtes, ou bien qui peut-être ne prêtent pas trop foi aux politiciens, peuvent commencer par dire oui, ceux-ci quand même, ils sont honnêtes, hein, puisque lorsque c'est bien, ils le disent, lorsque c'est mauvais, ils le disent. Merci beaucoup. Laurent Roland, Tony Kess, nous sommes dans la masse populaire, si je peux m'exprimer ainsi, mais plusieurs personnes m'ont déjà posé la question, si le chef de l'État nomme le chef de file de l'opposition, est-ce qu'il faut y croire? Ils pensent que le chef de file de l'opposition, notamment Éric Ngondeté, parce qu'il a été nommé par décret, il est redevable au gouvernement, il est du côté du pouvoir. Certaines personnes, vous connaissez le niveau de nos populations, le niveau d'instruction et tout. Qu'avez-vous à dire à cela? Non, je pense que oui, en la matière, tout le monde, nous sommes tous unanimes là-dessus. La procédure de nomination du chef de l'opposition est bancale, parce qu'on ne peut pas accepter que, déjà, au thème d'une élection, quand la Sénat annonce les chiffres, on sait déjà qui est premier, qui est deuxième, et quelle opposition revient en tête au thème des résultats. Et donc, de là à dire que c'est sur proposition du Conseil électoral, de la Commission électorale nationale autonome, que le chef de l'État va nommer le chef de file de l'opposition en Conseil des ministres, il y a une manière, j'ai comme l'impression que c'est une manière de donner un mouton et de continuer à garder la corde qui est au cou du mouton. Et donc, oui, quelque peu, si vous n'avez pas un acteur politique mentalement et psychologiquement fort, il se sentirait toujours redevable envers le chef de l'État et peut-être aurait du mal à poser certains actes. Et c'est peut-être ça qui justifie le comportement de Paul Rompouet durant tout son mandat. Mais quand on regarde le parcours, j'insiste là-dessus, le parcours de Éric Ngondeté, c'est pas quelqu'un sur qui on peut avoir de telles supputations. On peut espérer, croire que oui, Paul Rompouet, pardon, Éric Ngondeté marquera la différence parce que oui, politiquement, on l'a vu faire. On sait qui il est. Ce qui va se passer. Et d'ailleurs même, Éric Ngondeté, en l'état, ne devait même pas attendre une nomination de Patrice Talon avant de montrer, de prouver qu'il est véritablement président du Parti des démocrates. Et de ce point de vue, sur papier, tout le monde savait que logiquement, au terme des résultats des législatives de 2023, qu'il est le chef de file d'opposition. Et d'ailleurs même, il a même une grâce. La nature lui a déjà fait une grâce. Dieu lui a fait une grâce. Laquelle? Il a été élu député. Ce pouvoir seul lui suffit pour qu'il puisse s'affirmer. Il ne devait même pas attendre ce titre. Mais il n'a pas attendu, puisqu'ils n'ont pas entendu cette nomination justement, avant d'aller voir les populations par rapport au soja. Donc en réalité, la crainte des populations ne devrait pas être justifiée parce que tout au moins, Paul Rompouet, dans son cas, n'était pas élu. Même pas chef quartier chez lui. Le pouvoir qu'il a eu, c'est ce que Patrice Talon lui a donné au terme
de la situation de 2020 où il est allé aux élections en tant que, pour moi, formation politique fait valoir. Dans le cas d'espèce, nous avons quelqu'un qui a été élu par les populations, député à l'Assemblée nationale, investi d'un pouvoir par le peuple. Et après, pour moi, ce titre que Paul-Éric Ndoundété a maintenant comme chef de file d'opposition, pour moi, c'est un enjoliveur. Ça ne saurait le tirer en arrière, être redevable à quelqu'un en voulant parler ou pas. Il doit s'inspirer ou se souvenir du pouvoir que le peuple lui a confié au thème de l'élection législative de janvier 2023 et comprendre que si, là, dans la 5e circonscription électorale, où d'ailleurs même il y a la commune d'origine du chef de l'État, il a réussi à sortir la tête de l'eau, à être élu député, cela suppose clairement qu'il a un devoir de redevabilité envers cette population de la 5e, mais envers le peuple tout entier, envers tous les militants du Parti des démocrates et envers toutes ces personnes qui ne se sentent pas, en tout cas, qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance de Patrice Talon. Donc, je pense qu'en l'état, les populations feraient mieux de prendre date et on va mettre Paul-Éric Ndoundété, autant pour moi, à l'épreuve, l'observer pour voir que fera-t-il de ce mandat. Est-ce qu'il exercera son mandat de chef de file de l'opposition en se retournant chaque fois vers Patrice Talon ou bien il profitera du mandat investi, dont il est investi par le peuple pour faire son travail. Très bien. Tantôt, quand vous étiez en train de parler, Sidiack Dekénou, vous aviez dit que si Éric Ndoundété se comportait bien, que le parti pourra avoir beaucoup plus de députés et puis beaucoup plus de maires et tout. Mais moi, je pensais que vous alliez dire que le parti pourrait prendre le pouvoir. Non, en fait, vous savez, toute formation politique est créée. On le sait tous, toute formation politique est créée pour pouvoir quand même, disons, conquérir le pouvoir d'État. Ça fait partie d'ailleurs même des tout premiers objectifs d'une formation politique. Donc, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Éric Ndoundété joue quand même son va-tout. Éric Ndoundété ne travaille pas pour que demain, que ça soit peut-être, disons, Patrice Talon ou bien quelqu'un de son clan qui en profite. Non, Éric Ndoundété travaille pour que demain, sa formation politique, à savoir les démocrates, puisse quand même, disons, profiter. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas tort de dire que la politique, que c'est toujours quand même, disons, un jeu d'intérêt. Là où nous sommes, les démocrates, au-delà de tout, visent quand même, disons, leur intérêt personnel. Au-delà de tout, tels que ceux du pouvoir aujourd'hui, visent quand même, disons, au-delà de tout, leur intérêt à pouvoir conserver le pouvoir après Patrice Talon. Donc c'est clair, c'est une bataille politique et qui n'a que de sens que lorsque l'on sait que l'on poursuit un but donné que l'on va atteindre. Maintenant, cela ne dresse pas pour autant, quand même, disons, le chemin ouvert à qui que ce soit. Non, 2026, c'est vrai que c'est encore loin. Cependant, c'est les bases posées aujourd'hui qui peuvent quand même, disons, donner de fondement demain au mandat que le peuple donnera. Ce qui est certain, c'est quoi? Si vous regardez déjà que, sans pour autant battre campagne, les gens ont eu 28 députés, c'est que cela voudrait dire que le sérieux dont ils se sont dotés, dont ils se sont quand même, disons, dont ils ont fait montre pendant ces quelques mois d'existence légale du parti politique, les démocrates, a pu quand même convaincre les gens, sans pour autant savoir quel est leur projet de société, quelle est leur ambition, de les laisser quand même, disons, aller au niveau de l'Assemblée nationale. Où est-ce qu'au Bénin, on a vu les démocrates battre campagne? Peut-être dans la partie septentrionale du pays, où le président d'honneur, Boni Yayi, a fait quelques descentes, n'est-ce pas? Tout à fait. À part ça, ils n'ont pas battu campagne. Je vous donne un petit exemple, par exemple, c'est-à-dire, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi, où, par exemple, c'est au lendemain des élections qu'on a, par exemple, cherché à connaître ceux qui, du parti, les démocrates, ont été élus, pendant que ceux du BR et de l'UPR étaient déjà connus de tous. Donc, c'est pour dire que ils ont pu surfer sur la frustration d'une partie du peuple pour se faire élire, mais qu'ils ne pensent pas qu'aujourd'hui, où ils sont connus, que le peuple va quand même demain les élire encore sans pour autant tenir compte de ce qu'ils posent aujourd'hui comme acte. Très bien. Bon, on a tenu quelle réaction? Donc je crois que les démocrates ont un devoir envers le peuple aujourd'hui. Éric Ndoundété a une chance qu'on a pu accorder
Après Rompuy qui n'a pas su se faire une bonne image et pour préparer l'avenir de sa formation politique. J'estime qu'en l'état, si Paul Rompuy continue de parler par médias et à répondre à par personne interposée, il se leurre lamentablement et il risque de contribuer en tout cas à l'enterrement définitif de son parti en 2026 s'il continue en la matière. Parce que je le dis, hein, l'élection en 2020 montre suffisamment que le parti FCBE n'est plus ancré au sud du Bénin malheureusement. Et même dans la partie septentrionale, tous ceux qui étaient FCBE, beaucoup ont déjà quitté, ont rejoint d'autres formations politiques, d'autres sont allés créer peu ou prou leur formation politique, suivez mon regard, et se sont retrouvés finalement dans l'UPR. Contraints d'aller à l'UPR. À l'UPR, donc pour vous montrer que ça montre clairement que le parti a affaibli, et notamment l'avènement des démocrates dans cette partie du Bénin, avec un Boni Yayi qui devient, je dirais, le berger du troupeau FC démocrate, c'est que, attention, il y a matière à ce que dès 2026, ce parti n'existe plus jamais. Fort malheureusement, Boni Yayi qui l'a créé serait encore en vie, mais le parti serait déjà enterré, et l'autre qui l'a créé va continuer à vivre. Donc Paul Rompuy a un travail à faire. Laisser tout débat, repartir à la base, d'ailleurs même dans sa propre commune à Bopala, aller faire un travail de fond. Pour se faire élire, ne serait-ce que même conseiller communal à partir de 2026, ça pouvait l'amener à renaître de ses centaines infinies. Autrement, il va bavarder et les autres seront en train de travailler. Et c'est pour ça que les démocrates doivent faire très attention. Si eux-mêmes ils pensent que oui, c'est déjà suffisant ce que nous avons, nous pourrons nous permettre, ils risquent de disparaître au profit de n'importe qui encore en 2026. Ça va être continuellement comme ça. Aujourd'hui, pour finir avec le sujet, les partis de l'opposition, on ne les sent pas, on ne les voit pas vraiment, à part les démocrates qui prennent le devant. Est-ce que Éric Oundété ne ferait mieux d'essayer d'unir les partis, de fédérer les partis de l'opposition? Non, en fait, vous savez, même vouloir fédérer des partis d'opposition, c'est d'ailleurs même contre l'esprit de la réforme du système partisan qui souhaitait vraiment à ce qu'il y ait une seule force politique de la mouvance et une seule force politique de l'opposition telle que l'on le remarque au niveau des États-Unis où il y a alternance. Quand l'un est au pouvoir, c'est que l'autre devient systématiquement un parti politique d'opposition. La seconde chose, c'est de s'interroger sur quand même, disons, ceux qui pourraient animer demain une autre force d'opposition par rapport à la gouvernance du président Patrice Talon. Je ne vois pas parce que on sait tous que celui qui aujourd'hui fait quand même, disons, office de figure emblématique d'opposition, que c'est Boni Yayi, qui ne devrait même pas être en train de jouer ce rôle-là. Ce rôle devait être plutôt joué par un certain Sébastien Adjavon ou bien un certain Lionel Zinsou, mais qui, quand même, disons, ont préféré prendre congé de la scène politique béninoise, même si il faut aussi reconnaître que Sébastien Adjavon, dans son exil, pouvait faire comme ce que beaucoup d'autres font, fait tout pour être plus ou moins rallié à une formation politique et animer toujours la vie politique béninoise. Donc, là où on n'a qu'une seule véritable force d'opposition, même si la FCBE se réclame aujourd'hui de force politique d'opposition, il faut avouer que leur position quelque peu ambiguë sur des questions essentielles et surtout le fait quand même, disons, d'avoir c'est-à-dire leur naissance même, la façon dont quand même cette nouvelle formation politique a revu le jour en 2019, ça suscite tellement d'interrogations au point où aujourd'hui le peuple qui n'est pas forcément dupe ou bien pour bon nombre de lecteurs de la scène politique béninoise, la seule formation politique d'opposition existante, c'est les démocrates. Et d'ailleurs, pourquoi travailler pour que d'autres existent aux côtés de vous, si votre ambition, c'est d'être la seule formation politique? Parce que, n'oublions pas, vous contribuez, vous vous associez à des gens et vous commencez par travailler. In fine, c'est eux qui vous trahissent. On connaît le cas Irénée Agossa en ce pays avec sa formation politique RNC, bon, juste au lendemain des élections. Et juste au lendemain de l'élection présidentielle, avait initié des rencontres grandes rues de forces d'opposition qui veulent s'aligner. Bon, on est resté là, on a vu de quoi cela, quand même, disons,
a accouché mieux avec des promesses qui auraient été faites de le faire positionner sur la liste de la FCBE pour les élections législatives. Tête de liste de la 6e circonscription électorale. Pour les élections législatives dernières, on a compris comment est-ce qu'à la toute dernière minute, Paul Humbert s'est joué de lui en le dribblant pour le mettre de côté. C'est pour dire que les formations politiques ne veulent pas constituer de bouées de sauvetage à de potentiels adversaires demain, surtout lorsqu'on sait que les positions changent du jour au lendemain. Très bien. Laurent? Non, je crois qu'il a tout dit. Aujourd'hui, il faut que les démocrates fassent très attention. L'idée ne serait pas de travailler à rallier à leur cause les autres. Parce que vouloir rallier les autres à leur cause, c'est qu'ils vont passer à côté de l'objectif. L'objectif, c'est de travailler pour satisfaire la volonté du peuple béninois. Se faire remarquer par son travail, par le peuple béninois. Okay. Parce que quand vous voulez fédérer, en tout cas, tout le monde à ce que vous faites, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui viendront jouer le rôle de taupe, qui pour vous trahir encore une autre fois. Une fois que vous avez été trahi une fois dans votre vie, vous ne permettrez plus jamais à quelqu'un de vous trahir. Et, écoutez, ce n'est pas Azanaï qui va accepter de se mettre avec Eric Ndete. Avec tout ce qu'il a dit là, c'est vrai qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Mais ce n'est pas évident. Ces mêmes personnes, moi j'étais démocrate, je ne permettrais jamais de me mettre, comme se mettre ensemble avec ces personnes. On évolue en solitaire. Puisque le peuple nous a fait confiance. Si le peuple ne nous faisait pas confiance autant, on ne pourrait pas avoir 28 députés. Donc les 28 députés qu'ils ont pu avoir aujourd'hui, c'est un début. C'est un début. Et sur ce début-là, il faut qu'ils montrent suffisamment qu'ils sont du côté du peuple, travailler à convaincre le peuple, et le peuple, d'ici 2026, massivement les suivre. Très bien. Merci à vous pour ce premier sujet. On va aborder rapidement le deuxième sujet. À peine Tinubu investi au Nigeria et déjà de l'insomnie pour les consommateurs de l'essence de contrebande au Bénin. Il faut dire quand même que depuis plusieurs années que le Nigeria subventionne l'essence, ce qui permet aux Béninois d'avoir le carburant moins cher. Cette mesure sera mise en vigueur à partir de fin juin, mais déjà, dès que l'annonce a été faite, on ressent déjà les conséquences sur le prix de l'essence qui, depuis mercredi, je pense, ou mardi, coûte 750, 800 francs par endroit. Hier, quelqu'un me disait que c'était à 1000 francs. Que devons-nous faire face à cette situation, Siya Teken? Non, je pense que c'est une situation presque perpétuelle. Nous savons tous que au lendemain d'une élection présidentielle, ou bien à la veille d'une élection présidentielle, par exemple au Nigeria plutôt, que le coût de l'essence monte. Mais il faut expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passe de façon réelle. En réalité, le Nigeria fait partie de ces rares pays au monde qui produit du pétrole, mais à cause de la défaillance de ces raffineries, est obligé d'exporter le pétrole brut pour maintenant, après, importer le pétrole raffiné. C'est-à-dire, je vous donne un petit exemple. On envoie l'ananas d'Alada en France, on rachète du jus. Vous envoyez, oui, il a donné le bon exemple, c'est-à-dire vous envoyez de l'ananas, c'est-à-dire vous produisez l'ananas au Bénin. Au lieu de mais transformer... parce que vous n'avez pas les équipements pour transformer, vous êtes obligé de vendre l'ananas maintenant en France et vous repayez maintenant le jus d'ananas. D'accord. Donc le Nigeria faisait, c'est-à-dire le Nigeria c'est d'ailleurs même un paradoxe. Qu'un pays comme ça, qui produit autant de pétrole, la première économie d'ailleurs d'Afrique, soit dans cette situation. Et parce que l'État ne veut pas que le pétrole brut, qui est d'ailleurs considéré comme la richesse nationale, coûte plus cher pour la population, l'État se sent obligé chaque année de subventionner le prix de l'essence à la pompe. C'est-à-dire... Parce que le fait qu'on exporte le brut et qu'on ramène le raffiné, ça génère des coûts. Et ça devait coûter cher aux populations. C'est-à-dire, vous exportez l'ananas moins cher, peut-être à 100 francs. Mais parce que le jus d'ananas va coûter 1000 francs, l'État se sent alors obligé de subventionner le jus d'ananas à 500 francs. Et le coût revient bas pour vous. Donc c'est un paradoxe. Donc Tinubu, le nouveau président
nigérian, déjà pendant la pré-campagne, annonçait déjà que dès son élection, qu'il va supprimer cela. Parce que il ne sait pas pourquoi est-ce qu'un pays qui produit du pétrole va continuer par subventionner le pétrole. Pour cette année-ci, ce que l'État doit payer comme subvention à la Société nationale du pétrole du Nigeria est évalué à près de 6,5 milliards de dollars. Près de 7 milliards d'euros que l'État nigérian doit payer à la société là. Malheureusement, depuis janvier, ça n'a pas été payé jusqu'à présent. Et comme ça n'a pas été payé jusqu'à présent et que Tinubu est venu, l'annonce a été faite que d'ici le mois de juin, tant que cette subvention-là sera coupée. Dès lors qu'on a annoncé cela, les gens se sont alors rués vers les stations-service. Ceux de la contrebande se sont alors rués vers, disons, les puits d'approvisionnement. Pour quand même, disons, approvisionner le maximum. Ce qui a alors créé une flambée du prix des produits pétroliers. Cependant, même si la mesure n'est pas encore appliquée, elle est déjà appliquée de fait. Pourquoi? Parce que la Société nationale de pétrole du Nigeria en question a dit ceci que les 6 milliards que l'État doit verser en début d'année pour subventionner le pétrole, même si le gouvernement Buhari, le gouvernement sortant, a pris l'acte que ces 6 milliards-là n'ont pas, que ces 6 milliards de dollars n'ont pas encore été versés. Très bien. Donc, de fait, l'État doit déjà, et ça ne sert alors à la société, donc, et ça ne sert alors à rien de vouloir même espérer que l'État va rembourser, puisque en juin, la décision prend effet. La mesure va prendre effet. Donc, c'est une situation normale. Et d'ailleurs, on doit se poser la question, celle de savoir pourquoi est-ce que les autorités actuelles ont ce courage-là d'aller à ce niveau. Parce que depuis plus de 10 ans, il y a eu plusieurs tentatives en la matière pour arrêter la subvention du pétrole, la subvention de l'essence. Et vous savez pourquoi est-ce que ça a quand même, disons, échoué? Non. Ça a échoué parce que il y a eu toujours des grognes populaires au point où les gouvernements successifs ont été obligés de se reculer. De Goodluck Jonathan. Et c'est d'ailleurs l'une des ceux qui a fait partie de Goodluck Jonathan face à Buhari. Goodluck Jonathan, Mohamed Buhari, jusqu'à Tinubu. Il y a Yaradoua. Il y a Yaradoua aussi. Oui, jusqu'à Tinubu. Les mesures pareilles ont été prises, mais n'ont jamais été respectées. Mais cette fois-ci, les autorités nigérianes ont tout à fait raison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plus grande raffinerie du Nigeria, donc d'Afrique, vient d'être construite, qui est d'ailleurs la 3e raffinerie la plus grande du monde. Donc, ils ne vont plus exporter le pétrole brut. Ils n'auront plus besoin désormais d'exporter le pétrole brut. La raffinerie de Dangote a déjà commencé par travailler. Donc, certainement, même si cela va prendre du temps pour que la pratique soit véritablement huilée. Ça veut dire que l'essence, le coût de l'essence finira par diminuer. Si ils ont la raffinerie sur place. Ça va diminuer. En fait, quand vous regardez un peu le système aujourd'hui, les chefs d'État qui sont passés successivement tenaient compte de la révolte ou bien des dénonciations du peuple, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui vivent de ce secteur-là. Et donc, les chefs d'État, vous savez, il y en a qui surfent sur leur popularité et ne veulent pas prendre des décisions à risque. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir une raffinerie dans un pays et continuer à subventionner, alors qu'on ne veut plus envoyer le pétrole brut, comme il a dit, dans d'autres pays pour être raffiné. Aujourd'hui, et je crois que cette décision qui se passe... Je ne vous arrête pas, mais pourquoi, malgré cette annonce faite lors des campagnes, les populations ont voté pour Tinubu? Non, les gens ont voté parce qu'ils estiment que les anciens chefs d'État, en réalité, au cours de la campagne, ont toujours annoncé ça. Dans leur campagne, ils ont toujours annoncé que quand ils viendront, quand ils viendront, qu'ils vont arrêter la subvention, tout ça là. Mais quand ils viennent, ils font face à une situation. Le peuple commence pas à dire non, on ne peut pas. Et comme ils ont eu le suffrage du peuple, ils se disent, mais si je veux peut-être continuer, je dois pouvoir respecter. Mais Tinubu, c'est quelqu'un qui est un dieu à cul. Je ne pense pas qu'il puisse facilement se faire marcher dessus. Et comme Dangote déjà a créé, comme il a dit, la plus grande raffinerie aujourd'hui dans la région, je crois que les Nigériens ont tout maintenant pour faire de leurs produits pétroliers ce qu'ils veulent. Et c'est là que le Bénin maintenant doit pouvoir s'inspirer et doit revoir sa politique en la matière.
Et on doit revoir notre politique en la matière. Et si nous avons la grande raffinerie au Nigeria, est-ce que le temps qu'on ne traverse, comment je vais dire, le temps que cette période ne finisse, est-ce qu'on ne pourra pas espérer avoir l'essence moins chère? Quelques mois. J'ai pu échanger avec des vendeurs d'essence hier qui me disaient que oui, que ça peut revenir à la normale à partir de la semaine prochaine. Mais je leur ai dit, mais pour combien de temps? Ils m'ont dit non, ils ne savent pas pour combien de temps. Toujours est-il que oui, l'essence qui vient au Bénin en réalité, ce n'est pas de l'essence vendue directement. C'est ce qu'on oublie. En fait, l'essence que nous achetons, qu'on appelle essence de contrebande, ce n'est pas de l'essence vendue directement. Ce n'est pas les gens qui vont avant, c'est les gens qui ont essayé de trouver des systèmes de failles au niveau des circuits pétroliers et qui prennent l'essence de façon... Sinon, d'autres disent qu'ils vont chercher ça dans les stations. Non, il y en a qui vont dans les stations, mais il y a une grande équipe. Ceux-là vont chercher des systèmes de failles et font de la fraude, pratiquement. Et donc, à un moment donné, vous allez voir qu'à un moment donné, quand ils ont commencé à sécuriser ça, le prix a monté, à un moment donné, ça chute. Et quand les gens vont sécuriser dans les endroits dont on parle, il n'y a que le prix qui monte. Parfois, quand ils laissent aller, ça chute. Mais aujourd'hui, je crois que le Nigeria fait un travail énorme en la matière. Sécuriser toutes les poches de fraude, de sorte qu'il n'y ait plus de fraude en termes de produits pétroliers qui sortent de leur pays. Mais en même temps aussi, avec la raffinerie, ils vont pouvoir aussi... Parce que l'un ou l'autre, quand le veuille pas, le Bénin a besoin de produits pétroliers, les pays de la sous-région en ont besoin. Et étant donné que c'est au-delà d'une puissance économique dans la sous-région, ils vont vouloir davantage s'imposer sur le marché ouest africain. Et en la matière, les produits pétroliers, c'est tout trouvé pour eux maintenant de continuer à surfer en tête. Notre gouvernement, quand on sait qu'a longtemps lutté contre l'essence de contrebande et que les autres gouvernements n'ont pas réussi, par exemple le gouvernement de Yahi Boni qui a donc voulu qu'on installe des mini-stations, car ça n'a pas prospéré. Aujourd'hui, le gouvernement installe des stations un peu partout. Est-ce que le gouvernement, avec cette situation, pourra arriver donc à véritablement avoir gain de cause avec la lutte contre les centres de contrebande? Non, vous savez, d'abord, la première des choses que nous devons demander aux autorités béninoises, c'est que nous puissions travailler davantage à renforcer notre relation avec le voisin de l'Est. Parce que nos relations aujourd'hui avec le Nigeria ne sont pas forcément au beau-fils, vous voyez. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui est symptomatique de ce qu'on nous racontait lorsqu'on était encore sur les bancs au collège. On disait que lorsque lorsque le Nigeria a tous, que le Bénin est gravement malade. A mal au poumon ici. Oui, ça y est, a mal au poumon. Et c'est clair, même si en fait on essaie peut-être de pas des démonstrations macroéconomiques, donc quand même disons certaines personnes, masturbation intellectuelle. Donc dont certaines personnes sont les seules à avoir quand même disons le secret. Il faut reconnaître que ce qui se passe simplement illustre déjà parfaitement, c'est-à-dire notre difficulté à vivre aujourd'hui sans être en odeur de sainteté ou bien en harmonie avec le Nigeria. Parce que on a beau c'est-à-dire on a beau fermer les frontières, mais est-ce que ça a empêché quand même, disons, l'importation des produits de la contrebande? Je ne pense pas. Non. Mieux, c'est l'occasion maintenant pour le Bénin de lutter certainement contre le paillon. Parce que la construction de cette raffinerie au Nigeria va entraîner quoi? Va entraîner des autres, puisque c'est lors de l'exportation, c'est lors de la méthode de trafic jusqu'à l'exportation, pour que le produit pétrolier soit raffiné à l'extérieur, que les contrebandiers profitent pour prendre leur part. Et c'est cette part-là, de ces produits pétroliers-là, qui rentrent dans des pays comme le Bénin, le Togo et le Cameroun. Et en fait, c'est une machine de fraude qui est installée depuis des années. Donc, c'est une machine de fraude. Donc, maintenant, qu'il n'y a plus, maintenant qu'il n'y aura plus. Maintenant, plutôt, qu'il n'y aura plus, quand même, disons, un mécanisme d'exportation à exporter maintenant le produit pétrolier. Non seulement les produits pétroliers dans les jours, les années à venir au Nigeria vont coûter tellement moins cher que aller même
prendre encore des produits de la contrebande serait difficile pour les gens. D'ailleurs, il faut préciser que Dangote est un homme d'affaires. Il ne se laissera pas faire. Contrairement à tous les États où parfois il y a de laisser aller, où les gens peuvent se permettre tout. Lui, il recherche son profit. Donc, c'est sûr que les systèmes de fraude qui sont en place, il va chercher à tout fermer. Première chose. La seconde chose, c'est quoi? C'est que le Bénin, depuis quand même, disons, la rupture de ce contrat avec, disons, l'Algérie, donne la possibilité à ces compagnies de stations-service aujourd'hui d'importer le pétrole depuis l'Arabie Saoudite, depuis quand même, disons, d'autres pays. Cependant, aujourd'hui, nous avons maintenant cette obligation aujourd'hui maintenant de nous tourner désormais vers le Nigeria, le voisin. Oui. Nigérien, parce que, imaginez, si le pétrole au Nigeria peut coûter 200 francs là-bas, et qu'on fait quand même, disons, les mécanismes et autres là, et que bon, le produit arrive ici, c'est que le produit pourrait coûter ici à peine 300 francs CFA ou 350 à la station. Et ce serait également aussi une création d'emplois, puisque à force que le produit coûte moins cher, les gens n'iront plus payer l'essence paillot aux abords de nos voies, et ce qui d'ailleurs nous crée des problèmes de pompe pour nos véhicules et autres. Vous comprenez? Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Bénin a cette belle opportunité. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la présence des divers chefs d'État, dernièrement, à l'inauguration de cette raffinerie, de ce méga projet au niveau du Nigeria, n'est pas que, quand même, disons, pour des raisons diplomatiques, non. Mais c'est parce que la plupart de ces pays-là savent que dans les jours à venir, ils auront quand même, disons, à renégocier des contrats de partenariat inter-État pour que ces produits pétroliers soient désormais les produits qui permettent quand même, disons, à leur pays de s'approvisionner en matière de carburant. Et pour un président qui n'est pas en odeur de sainteté avec Dangote, ce sera difficile, non? Non, en fait, vous savez, en réalité, le Niger... C'est un exemple que je donne. Nous avons le Niger, le Cameroun, nous avavons le Bénin, et vous savez, Tinubu a dit pourquoi devrait subventionner l'essence au Cameroun, au Niger et au Bénin. Je vais supprimer les subventions. Non, en fait, lorsqu'il dit pourquoi devrait subventionner le pétrole, et pour ces trois pays-là, c'est parce que, vous l'avez évoqué un peu plus tôt, je pense que... Ces trois pays ont une frontière avec en fait, ce sont des pays qui partageent des frontières avec le Nigeria. Et mieux, en fait, le Nigeria avait pris une décision au temps de Buhari pour interdire à ce que les stations qui se situent dans les zones frontalières ne vendent plus d'essence dans les bidons. Parce qu'ils ont compris que la méthode de fraude installée, c'est quoi? C'est que les ressortissants de ces pays frontaliers avec le Nigeria prennent des bidons, prennent autre chose pour aller s'approvisionner vers les stations-service du Nigeria où le produit pétrolier coûte moins cher et aller revendre dans leur pays. Maintenant, là où on est, le Nigeria est connu comme un pays qui protège ses hommes d'affaires. Le Nigeria, l'homme d'affaires nigérien est toujours protégé. C'est-à-dire, eux, ils défendent leurs milliardaires, leurs hommes d'affaires et les propulsent. Sinon, contrairement à d'autres pays. Sinon, comment est-ce que vous allez voir un privé se lever et construire aujourd'hui dans ce pays une raffinerie qui désormais est perçue d'ailleurs comme la raffinerie d'État? Est-ce que si nous pouvons prendre l'exemple sur ce Nigeria, ce serait bien pour que dans d'autres secteurs, que l'on puisse compter sur des opérateurs économiques qui peuvent créer des sociétés, qui peuvent même nourrir tout un peuple. Créer de l'emploi. Créer de l'emploi. On avait le cas ici avec quelqu'un dont les produits, quand même, disons, servaient sur l'ensemble du territoire national. Et puis bon, on mangeait au moins les soirs en retrouvant quelque chose dans la sauce. Ouais. Donc, il faut qu'on continue comme ça. Non, je pense que le Nigeria... Vous dites de bonnes choses, mais le temps qui vous est parti... Quand vous regardez, vous savez, quand vous regardez Obasanjo sous son règne, il a très bien fait de propulser les hommes d'affaires de son pays. Quand on parle de Tony Elumelu aujourd'hui, quand on parle de celui qui a mené Glo au Bénin, c'est les gens qui ont été faits. Ces gens-là, c'est Obasanjo qui a travaillé pour leur essor économique. Ils contribuent à créer de l'emploi dans leur pays et à donner la croissance dans leur pays. Donc, les pays francophones devraient s'inspirer de ces exemples. Mais au-delà de ça, revenons sur le cas de l'essence, je crois qu'aujourd'hui, nous devons prendre... Nous devons nous inspirer de ce qui se passe maintenant et nous retourner dans les stations. Et malheureusement, les gros bonnets qui font l'essence au Bénin sont en politique.
ils sont quelque peu aussi protégés. Donc les gouvernants doivent cesser de faire deux politiques à la fois, deux poids, deux mesures. Soit vous voulez lutter contre l'essence de contrebande, vous le faites et vous foutez pas mal de ces acteurs qui sont dans les produits pétroliers, mais qui sont des acteurs politiques. Et là, vous voyez clair. Parce qu'on ne peut pas construire des stations qui ne vendent pas. Et les jeunes sont recrutés 2 jours après, station fermée, on les met à la maison. Très bien. Merci à vous, vraiment, je vous remercie infiniment. Je suis très satisfait, je l'avoue, de vos analyses sur les deux sujets. Et je pense quand même que nous avons essayé de dire ce qu'on peut retenir pour l'essentiel en ce qui concerne ces deux sujets. Aujourd'hui, vous le savez, nous avons parlé de cette désignation de chef de file de l'opposition. Pour quelle politique de l'opposition au Bénin? Et vous avez suivi les analyses de nos débatteurs. Et puis, on a parlé également de l'augmentation du prix du carburant dû à la non-subvention désormais au Nigeria de ce produit. Vous avez suivi les explications de nos analystes et comment faire pour que le Bénin aussi puisse profiter de cette situation. Je sais que vous avez aimé l'émission, vous devez liker, vous devez partager sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous. Ira Dekenou, merci d'être venu. Moi, je suis honoré d'être sur ce plateau. Laurent Roland-Tonneikes, merci. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. À toutes et à tous, on vous souhaite très bon week-end. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour vendredi prochain. Portez-vous bien et que Dieu nous garde. À la réalisation, c'était Marcel Yedo, jeune et compétent. Et à bientôt.